Dans cette vidéo, nous allons étudier des systèmes qui peuvent être représentés dans le domaine temporel par des équations différentielles de premier ordre, comme celles que vous avez à l'écran ici. Des exemples multiples peuvent être donnés de ce type de système. Je vais vous en donner deux pour que vous vous en convainquiez. Un premier exemple électrique qui est composé en fait d'une source, d'une résistance et d'une inductance connectées en série. Et par exemple, on souhaiterait déterminer l'évolution du courant dans ce circuit en fonction de la tension appliquée à ces bornes. Dans ce cas, on peut écrire la loi d'Emaille dans ce circuit qui nous dit que la tension de la source E est en fait la somme des chutes de tension sur chaque élément. Et la chute de tension sur une résistance, c'est la résistance multipliée par le courant. Et la chute de tension sur la bobine, c'est l'inductance multipliée par la dérivée du courant, dI sur dt. Donc ici, si on divise des deux côtés par la résistance, on aura 1 sur la résistance multipliée par la tension, qui est égale au courant, plus L divisé par R, multiplié par la dérivée du courant. Donc si on considère que le courant c'est notre sortie et la tension c'est notre entrée, on tombe exactement sur ce type d'équation où taux ici est en fait L sur R et K est en fait 1 sur R. Un autre exemple, prenons un système mécanique cette fois-ci où vous avez une masse un objet de masse M et sur lequel vous appliquez une force F dans un sens et on souhaiterait par exemple déterminer l'évolution de la vitesse de cette masse lorsque vous appliquez une force qui peut évoluer dans le temps, qui peut varier dans le temps. On admettra aussi que cette masse est soumise à une force de frottement qui est proportionnelle à la vitesse via un coefficient de proportionnalité qui est appelé aussi coefficient de frottement visqueux B. Dans ce cas-là, si on met en place le principe fondamental de la dynamique sur ce système, on peut écrire que la masse fois l'accélération, et l'accélération je vais la noter en fait par la vitesse dérivée, est égale à la somme des efforts, et les efforts qui interviennent ici sur cette masse sont un nombre de deux. C'est tout d'abord la force F, et la deuxième c'est la force de frottement qui peut être représentée comme proportionnelle à la vitesse. On notera aussi également que elle s'oppose au mouvement, donc on la mettra avec signe moins, et donc elle sera moins b fois la vitesse. On peut passer le terme de vitesse à gauche de l'égalité, et dans ce cas-là, on aura masse fois la vitesse, plus coefficient de frottement fois la vitesse, donc c'est masse fois la vitesse dérivée, pardon, plus BV est égal à F, et pareil, si on divise des deux côtés par le coefficient de frottement visqueux, on aura masse divisé par le coefficient de frottement visqueux fois la vitesse dérivée, plus la vitesse est égal à 1 sur B multiplié par F. Donc ici, nous tombons à nouveau sur une expression qui est de la même forme que cette équation différentielle où taux cette fois-ci est égal à M sur B et K est égal à 1 sur B. Maintenant, si cette équation générale, nous la prenons et nous essayons d'obtenir la fonction de transfert, donc je vais la reprendre ici, donc il s'agit de taux fois y dérivé plus y est égal à k fois u, où y est la sortie et u est l'entrée. Si on considère que les conditions initiales sont nulles, dans ce cas-là, en appliquant la transformée, donc sont nulles, en appliquant la transformée de Laplace sur ce système, on aura p fois taux y de p plus y de p qui sera égal à k fois u de p. Et comme la fonction de transfert est par définition le ratio entre la transformée de Laplace de la sortie sur la transformée de Laplace de l'entrée, à partir de cette équation, si on factorise par y, on va obtenir k divisé par taux p plus 1.
Donc la même fonction de transfert que vous avez ici. Ici, il s'agit d'une fonction de transfert de premier ordre parce que vous avez le polynôme du dénominateur, le polynôme caractéristique qui est de premier ordre. C'est une fonction de transfert qui est de classe nulle parce qu'on ne peut pas factoriser par P et qui a deux paramètres, le gain statique K qui apparaît au numérateur et la constante de temps tau qui apparaît au dénominateur. Attention, pour que l'on ait ici vraiment le gain statique, il faut absolument que le terme libre soit unitaire. S'il ne l'est pas, il faut factoriser par le terme libre pour qu'il le devienne. L'unité de la constante de temps sera toujours seconde et l'unité du gain statique sera toujours l'unité de la sortie divisée par l'unité de l'entrée. Si nous avons un système représenté par cette fonction de transfert et qu'on lui soumette en entrée un échelon d'amplitude U0, dans ce cas-là, après quelques étapes de calcul, que je ne vais pas les répéter ici, mais que nous les avons fait déjà auparavant, on va obtenir la forme générale de la sortie qui sera la suivante. Donc la sortie, l'expression de la sortie dans le temps sera égale au produit entre l'amplitude de l'entrée multipliée par le gain statique et le tout multiplié par 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Analysons maintenant cette expression qui, encore une fois, est une expression générale qui est valable pour toutes les fonctions de transfert de ce type-là, donc de premier ordre, avec un seul pôle et aucun zéro. Si on trace l'expression mathématique graphiquement dans un plan en fonction de temps, on va obtenir une fonction, une courbe de cette allure-là, où on voit que lorsque le temps tend vers l'infini, la valeur finale de la sortie va tendre vers le produit gain statique multiplié par amplitude du signal d'entrée. On peut l'observer ceci de cette expression, que lorsque le temps tend vers l'infini, cette exponentielle va s'annuler et donc ce qui reste sera 1 multiplié par U0 fois K0. Donc on voit que en régime stationnaire, la seule chose qui reste du modèle, ou la seule partie importante du modèle, sera le gain statique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle gain statique, parce que la sortie sera un régime établi tout simplement l'entrée, ou l'amplitude de l'entrée, multipliée par ce gain, qu'on appelle gain statique. Maintenant, si on regarde, si on essaie d'analyser dans cette expression quelle est la valeur initiale, on remplace dans l'expression t par 0, et donc on aura exponentielle de 0 qui sera 1, et donc 1 moins 1 qui s'annule, et on remarque que la valeur initiale sera toujours 0, ou autrement dit, la valeur initiale qu'il y a eu avant l'application de l'échelon. On remarquera aussi que ce système ne représente pas d'oscillation, et donc il n'aura pas de dépassement, il n'aura pas de temps de montée, il n'aura pas de temps de pic, il n'aura pas de temps de pseudo-oscillation. Donc il ne faudra pas caractériser. Et ceci est normal en fait parce que un système de premier ordre peut avoir uniquement un pôle, et donc ce pôle peut être forcément purement réel, et lorsque vous avez que des pôles purement réels, vous n'avez pas d'oscillation. Pour avoir des oscillations, il vous faut des pôles complexes conjugués. Essayons maintenant de faire un lien entre les paramètres de la fonction de transfert et les critères de performance qui ont été définis pour des systèmes dynamiques dans le domaine temporel, et notamment le temps de réponse et le temps de montée. Donc je vous rappelle que ici nous n'avons pas d'oscillation et donc pas à définir le temps de pic, le dépassement ou la période d'oscillation. Donc je vais reprendre notre expression temporelle et on va calculer quelle est la valeur de la sortie pour différents temps t qui sont en fait des multiples de la constante de temps tau. Et donc dans ce tableau, on peut calculer, par exemple, pour une valeur de t égale à tau, nous allons calculer cette expression numérique dans la parenthèse, et donc on va obtenir que la valeur de la sortie sera en fait égale à U0
0 multiplié par k est multiplié par 0,63. Pour une valeur de temps égale à 2 taux, nous allons obtenir cette sortie-là. Pour 3 taux, nous allons obtenir cette sortie-là. Et pour 4 taux, nous allons obtenir cette sortie-là. Maintenant, comme précédemment, nous avons vu que la valeur finale de la sortie, je reviens en arrière, donc la valeur finale de la sortie est égale à k fois u0, nous pouvons en fait normaliser notre sortie dans ce tableau de telle façon qu'elle varie entre 0 et 1 uniquement. Et pour ceci, on va diviser, en fait, on peut diviser tout simplement par k fois u0. Et dans ce cas-là, notre sortie va varier entre 0 et 1. Donc elle sera normalisée. De la même façon, on pourra normaliser le temps. Donc au lieu de représenter le temps sur l'axe des abscisses, on va représenter le ratio entre le temps et la constante de temps. Donc ici, on aura un temps normalisé, donc sans unité, parce que la constante de temps taux, rappelons-nous, est aussi mesurée en secondes. Et dans ce cas-là, on pourra tracer cette courbe qui sera valable et indéformable, qui aura exactement la même allure et exactement les mêmes valeurs numériques pour n'importe quelle valeur de la constante de temps ou pour n'importe quelle valeur de gain statique K ou d'amplitude d'entrée U0. Ce que nous pouvons remarquer dans cette réponse à l'échelon, c'est que au bout de temps t égale à 1 taux, nous allons arriver à 63% du déplacement total, donc de la valeur finale. Au bout de 2 taux, nous allons arriver à 86% de la valeur finale, et ainsi de suite. Et maintenant, si on se rappelle bien de la définition du temps de réponse ou du temps d'établissement, on avait dit que c'est le temps que prend le système pour parcourir 95% de sa valeur finale ou de son déplacement total entre la valeur initiale, qui ici est les 0, et la valeur finale, qui normalisée vaut 1. Donc, ce que nous pouvons conclure de cette courbe dans ce graphique, c'est que tout système de premier ordre représenté par une fonction de transfert contenant un seul pôle, et pas de 0, aura un temps de réponse à 5%, ou un temps d'établissement à 5%, donc quand il reste encore 5%, ce temps de réponse sera égal à 3 fois la constante de temps du système. Et ça, c'est quelque chose d'universel qui tient toujours pour des systèmes de premier ordre. Donc, le temps de réponse à 5% sera égal à 3 fois taux. Parfois, dans certaines applications plus exigeantes, on peut demander non pas le temps de réponse à 5%, mais le temps de réponse à 2%, c'est-à-dire dans combien de temps la réponse arrive dans une bande de 2% autour de la valeur finale. Et bien dans ce cas-là, on voit que le temps de réponse à 2%, c'est égal en fait à 4 fois la constante de temps, donc 4 fois taux. Donc on notera quelque part ces deux relations très importantes qui permet de déterminer le temps de réponse d'un système, donc qui est un critère de performance dynamique, directement à partir de la fonction de transfert, donc directement à partir de sa constante de temps. Sur ce diagramme, on peut remarquer également que, par exemple, la dérivée, la pente de cette courbe en origine n'est pas nulle. Donc en fait, si on dérive cette expression par rapport au temps, on obtient cette expression-là. Et si on calcule sa valeur à t égale à 0, donc au temps initial, nous remarquons qu'elle n'est pas 0. Donc vous avez en fait la pente en origine qui a une certaine valeur qui est celle-ci. Et en fait, si on trace cette pente, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle va couper la valeur finale exactement au bout de 1 taux. Donc, lorsque le temps sera égal à 1 taux. Donc, cette astuce nous permet parfois d'identifier la constante de temps de manière expérimentale d'un système. Si on ne sait pas écrire les équations temporelles, on peut
faire un essai, appliquer un échelon à l'entrée du système, mesurer sa sortie, tracer par exemple la tangente en origine, et lorsque cette tangente va croiser la valeur finale, on lit sur l'axe temporel la valeur de la constante de temps. Parfois, on peut utiliser aussi, on regarde à quel moment est-ce qu'on arrive à 63% du développement total, et à ce moment-là, on va déterminer aussi que l'instant de temps est égal à taux. Pour le temps de montée, on peut le calculer de la façon suivante. Par exemple, si on s'intéresse au temps de montée compris entre 10% et 90%, on peut définir le temps de montée aussi entre deux autres limites, mais je prends l'exemple de 10 et 90%, on peut faire l'approche suivante. En partant de l'expression générale de la sortie, on peut isoler le temps t lorsque le ratio entre y et divisé par u0 fois k sera égal à 0,9, donc c'est-à-dire 90%. Et pareil pour 10%. Donc je commence ici en fait par 10%. Donc par exemple, on va chercher à quel instant de temps t le ratio entre y de t pour cet instant de temps et u0k va nous donner 0,1, ce qui veut dire 10%. Et donc en isolant le temps de cette équation, on obtient que ce temps est égal à 0,1 à peu près multiplié par la constante de temps taux. On fait de même pour 90%, donc on va regarder à quel instant de temps t ce ratio sera égal à 0,9 qui correspond à 90%, et on trouve, en isolant t, à nouveau, on trouve que c'est égal à approximativement 2,3 multiplié par taux. Et en faisant la différence entre ces deux instants de temps, qui représentent en fait le temps de montée entre 10% et 90%, on trouve que le temps de montée pour des systèmes de premier ordre qui comportent un seul pôle et pas de zéro est égal à 2,2 fois taux. Donc il s'agit encore une fois du temps de montée entre 10% et 90%. Faisons maintenant un petit récapitulatif des choses que nous avons retrouvées, que nous avons vues pour les systèmes de premier ordre. En fait, nous avons vu que ces systèmes sont représentés par deux paramètres, le gain statique et la constante de temps. Et par exemple, si on regarde l'impact de la constante de temps, donc ici vous avez 4 tracés de réponse des systèmes de premier ordre ayant toutes les 4 un gain statique de 1, mais des constantes de temps différentes. En fait, on voit que l'impact de la constante de temps se fait voir uniquement en régime transitoire. En régime permanent, la constante de temps n'a aucun impact. Et donc on voit que plus la constante de temps, donc en fait les constantes de temps que j'ai utilisées ici vont de 0,4 pour la courbe bleue jusqu'à 3 pour la courbe noire. Et donc on voit que plus la constante de temps augmente, plus la durée du régime transitoire augmente, puisque le temps de réponse est proportionnel à la constante de temps, donc 3 taux, où le temps de montée est également proportionnel à la constante de temps, donc par exemple 2,2 taux. Si maintenant on trace la réponse de 4 fonctions de transfert, toutes ayant la même constante de temps, mais des gains statiques différentes, ce qu'on remarque, c'est que la seule chose qui change, c'est la valeur de la sortie à un régime établi. Par contre, le régime transitoire ou la durée du régime transitoire est strictement identique pour les 4 situations, pour les 4 cas. Donc en fait ici, nous avons eu des cas allant de 4 jusqu'à 0,5 et on voit que dans les 4 cas, la durée du régime transitoire ou le temps de réponse ou le temps de montée sont identiques. Donc le gain statique va impacter uniquement la valeur finale et non pas la durée du régime transitoire.